Alexandra. Bonjour Patricia. Merci de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Tu as été volontaire pendant près de 2 ans en fait pour le ceci. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton mandat et de ton expérience? Moi, donc, je suis spécialiste en équité homme-femme. Donc, principalement, mes tâches, c'était d'appuyer notre principal partenaire en équité homme-femme ici, qui s'appelle À mon pays, et également de transversaliser l'aspect d'équité homme-femme avec les autres partenaires. À mon pays, c'est une articulation d'organisations de femmes activistes qui a vu le jour après la 4e conférence mondiale des femmes de Beijing en 1995. Donc, ils ont commencé à être actifs au début des années 2000 et ils ont un comité technique au niveau national, donc qui fait vraiment de l'appui à tous les 13 comités régionaux. Donc, ils font de l'activisme politique et principalement de l'incidence politique. Donc, et toi, concrètement, dans ton quotidien, disons, là, quelles étaient tes tâches? Comment tu interagissais avec les membres de cette organisation, par exemple? Okay. Principalement, donc, le mandat avec À mon pays, ça a été de faire un renforcement de leur capacité en équité homme-femme. Parce qu'évidemment, ce sont des activistes, donc c'est des gens qui ont déjà un excellent bagage de connaissances et très souvent donc, des diplômes universitaires, mais pas nécessairement actualisés. Donc, on parle de souvent traiter de nouveaux thèmes, ouvrir de nouvelles perspectives, par exemple la perspective de masculinité. C'est encore un défi en Bolivie, en fait, que les droits de la femme ne soient pas considérés seulement comme une responsabilité des femmes. Donc, très souvent, c'est vu comme, c'est le droit des femmes, donc c'est les femmes activistes qui s'en sont occupées. Donc, nous, ce qu'on essayait de faire, c'était d'ouvrir le débat sur comment est-ce qu'on fait pour intégrer les hommes, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des nouvelles organisations qui peuvent inclure des hommes et tout ça. Donc, on a différents niveaux de succès dépendant de la personnalité, disons, de chaque comité régional. Et justement, de quelle façon ça a été accepté par les plus réticents? Est-ce que tu as développé des stratégies pour essayer de les faire accepter, ces nouvelles idées? Oui, en fait, une des stratégies qu'on a développées pour les organisations à l'extérieur d'un pays, en fait, surtout pour les autorités publiques, ça a été de faire présenter le thème par un homme. Donc, on a formé un des techniciens, si on veut dire, de l'équipe technique. Et donc, lui est allé donner lui-même les taillères, c'était dans les ateliers dans le Grand Chaco, aux députés de l'Assemblée départementale du Grand Chaco sur les masculinités. Et ça a été beaucoup mieux reçu, en fait, quand c'est présenté par un homme que quand c'est présenté par une femme. Tu nous as mentionné que tu as travaillé avec d'autres organisations, donc pas seulement à mon pays. Peux-tu nous en parler un peu plus? J'ai travaillé avec principalement la RED OEPAIC, qui est une RED qui représente des producteurs en artisanat bolivien avec identité culturelle. Et donc, d'abord, ce qu'on a fait avec eux, c'est réaliser un audit genre. Et un des projets qui a découlé en fait de cet audit genre, c'est la formation de formateurs en équité homme-femme. Parce que la RED avait déjà en fait une équipe de formateurs qui se rendait sur le terrain pour aider les gens en marketing, en vente de produits, dans tous ces thèmes de commercialisation en fait, mais ils n'avaient personne qui était capable de transmettre des connaissances sur le thème de l'équité homme-femme. Donc on a fait deux guides en fait de formation, un peu plus adapté, disons, à la réalité des formateurs. On a fait une deuxième guide aussi vraiment à niveau de tous les partenaires cette fois, avec 3 niveaux si on veut, d'ateliers en genre qui peuvent être donnés, donc des ateliers vraiment de base pour se familiariser avec les concepts. Après, on est allé avec des ateliers de spécialisation, donc ça peut être la violence, les droits sexuels et reproductifs des femmes, la participation politique des femmes, tout ça. Et ensuite, un 3e niveau qui est vraiment le niveau de la transversalisation au niveau d'un organisme. Donc, pour les aider, par exemple, dans leur demande de projet, de s'assurer que le genre est vraiment transversal, ou alors pour réaliser des diagnostics au sein de leur propre organisation pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et quelle est la situation ici en Bolivie en termes d'équité homme-femme? On a fait beaucoup d'avancées, moi je pense, surtout au niveau légal. Je dirais depuis l'adoption de la nouvelle Constitution en 2006. Donc depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, on a beaucoup de nouvelles lois en fait. En faveur des femmes, en faveur des droits des femmes et aussi en faveur de la redistribution des rôles stéréotypés de genre. Donc on a la loi intégrale contre la violence faite aux femmes, on a la loi contre la violence politique faite aux femmes,
On a la loi de trafic contre le trafic des personnes, mais qui a vraiment des clauses spécifiques pour les femmes. La loi de gestion des terres aussi a été revue. On a revu le code pénal. Donc, on est vraiment, en fait, dans un renouveau législatif en Bolivie. Les défis, en fait, c'est beaucoup dans l'application de la loi. On a un système juridique qui n'est pas fonctionnel à 100%. Donc, la plupart du temps, c'est des jugements qui n'auront pas lieu, où les femmes n'ont pas accès à un service de conseil ou d'avocat, ou sont découragées de le faire, en fait, pour des raisons souvent culturelles. Donc, on fait primer toujours l'unité de la famille sur les droits des femmes individuelles. Donc, ça va passer par beaucoup de sensibilisation. Ça devra passer aussi par la formation des acteurs en justice, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'avocats ou de juges qui ne connaissent pas ces nouvelles lois-là, puisque c'est un nouveau système. Et donc, ils ne savent pas du tout comment l'appliquer. Il faut passer au-delà du discours, en fait. Un des moments forts que tu as vécu en Bolivie? Oui, ben, j'ai parlé un petit peu de la loi qui garantit une vie libre de violence pour les femmes. En fait, un des moments forts, c'est l'organisation d'une conférence à niveau national. Donc, on a eu la chance d'avoir la présence du vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Linera, qui est venu en fait supporter la présentation de la loi. Ça a été un moment fort parce que c'est là que je me suis rendu compte que vraiment en Bolivie, les femmes étaient mobilisées, organisées, motivées pour défendre leurs droits et vraiment pour faire avancer le pays. Parce que finalement, c'est pas juste leurs droits, c'est faire avancer la société en tant que telle. Donc ça a été un super bel événement avec une retombée médiatique vraiment intéressante et ça a été le coup d'envoi en fait de la campagne qui a mené à l'adoption de la loi le mois passé. Quelle est l'importance de la flexibilité dans un mandat de coopération volontaire? Je ne sais pas dans tous les pays, mais en Bolivie particulièrement, je pense que c'est extrêmement important. La Bolivie, c'est un pays qui change vite, qui a beaucoup changé durant les 6 dernières années, qui continue à changer énormément. On dit que c'est un pays de mouvements sociaux. Donc, l'agenda ou ce qui est important change en fonction des protestations sociales. Donc, il faut toujours être prêt, en fait, à adapter notre message ou à adapter nos activités à ce qui se passe. Il faut être vraiment capable d'être flexible pour aller chercher l'information et transformer cette information-là pour que les activités deviennent pertinentes en fonction du contexte. J'imagine aussi être flexible par rapport aux dates de formation, si tu fixes ta formation une certaine journée, puis qu'il y a un mouvement social, puis une grève, quelque chose. C'est exactement ça. Hein? Ici, la planification, c'est en fonction de ce qui se passe dans le pays. Donc, s'il y a un mouvement social qui a décidé de bloquer la ville ou alors une autoroute, ben, les participants à ton atelier ne pourront pas arriver. Donc, il faut être conscient de ça quand on le planifie et toujours trouver un plan B ou même un plan C et D pour être sûr de pouvoir en fait livrer le projet planifié. Ouais. À ton arrivée, ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu à relever? Je pense que le plus grand défi, c'est vraiment le temps d'intégration. Donc on arrive tous avec de la bonne volonté, beaucoup d'énergie, on veut faire plein de choses. C'est un pays de relations sociales. Les gens mettent beaucoup d'emphase sur le social, sur l'amitié. Donc de développer, en fait, de ne pas avoir peur de développer ces relations-là pour ensuite pouvoir arriver à vraiment des bonnes relations de travail. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui serait intéressée à venir faire de la coopération internationale? S'armer de patience et de bonne humeur, parce qu'évidemment, les choses qu'on planifie ne sont pas toujours acceptées ou réalisées. Il y a beaucoup d'aléas dans la vie qui font que il y a beaucoup d'idées en fait qu'un volontaire peut avoir qui ne seront pas réalisées ou qui, malheureusement, à cause d'un contexte X, ne pourront pas avoir lieu ou n'auront pas les résultats. Donc la patience et la bonne humeur, pour eux, c'est vraiment
c'est des caractéristiques, des qualités qui sont très, très importantes. Merci Alexandra. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, de nous avoir partagé un peu non seulement les défis et les difficultés, mais aussi les bons coups, les moments forts que tu as vécu. Merci.